Bonjour à tous, il est 11 heures. On va pouvoir commencer, notre webinaire. Je, laisse doucement arriver les participants. On va voir. Alors merci, à toutes et tous de nous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire intitulé «Améliorer la conversion de votre site web grâce à l'UX design». On est ravis de vous voir pour ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous dans le chat. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on sera 2 avec Cordélia. Donc, moi, Leslie Janin qui suis, consultante UX Research et accessibilité chez Adimeo et Cordélia également. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors bonjour à tous. Cordélia Well, donc UX UI designer chez Adimeo également. Hop, alors, top. Avant, de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous parler rapidement, d'Adimeo. Donc, Adimeo, chez qui on travaille, c'est une entreprise qui accompagne ses clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Donc on vous accompagne à chaque étape de la transformation digitale, que ce soit, la réalisation de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouvelles techniques ou de nouvelles façons de dialoguer avec, vos utilisateurs et consommateurs. Le challenge d'Adimeo, ça va être pour nous de créer, des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Avec, une raison d'être qui est, d'innover, d'accompagner, de transformer pour bâtir ensemble, donc avec, nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs et bien sûr les utilisateurs, un futur numérique durable, équitable et inclusif qui place l'humain au cœur. Donc, chez Adimeo, on a, différentes grandes expertises. Les équipes d'Adimeo vont s'articuler autour de 4, grands métiers. Le premier, le métier conseil et stratégie, donc dans lequel, le pôle dans lequel moi je travaille, on va faire des audits, de l'existant, des audits d'accessibilité pour identifier les forces, les faiblesses de votre actuel et construire votre trajectoire, digitale future. On a, également un pôle design et innovation dans lequel est Cordélia, qui, va proposer, par exemple de la recherche utilisateur, du design UX/UI, de la direction artistique, des tests utilisateurs, design créatif, design système et cetera. On a, une équipe de production technique des interfaces qui va, développer et réaliser les sites, les applications métiers, les applications mobiles et cetera. Et la partie, diffusion et reconnaissance de, vos outils via, le marketing digital, le référencement, la lead generation, les outils CRM et cetera, donc qui est notre pôle marketing. On va maintenant, retourner à l'objectif principal de ce webinaire après cette petite présentation d'Adimeo. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de mieux comprendre comment l'UX, l'expérience utilisateur, peut influer et améliorer le taux de conversion. Alors, avec, un programme en plusieurs étapes. Donc d'abord, une petite présentation de, ce qu'est un tunnel de conversion, ce qu'est un taux de conversion, de ce qu'est aussi l'expérience utilisateur, pour présenter un peu, tous les concepts qu'on va aborder aujourd'hui. Ensuite, expliquer un peu le principe de parcours utilisateur, puis, des questions un peu sur les biais cognitifs qui peuvent nous intéresser, dans l'amélioration de la conversion et pour conclure un peu une présentation des différentes méthodes de recherche utilisateur qu'on peut utiliser pour, vérifier un peu vos designs et du coup leur impact sur le taux de conversion et ajuster ce design pour, mieux performer, donc avoir un meilleur taux de conversion. Alors, on va, commencer. Donc pour commencer, dans ce webinaire, on va parler
de taux de conversion, on va parler d'expérience utilisateur. Est-ce que, dans le chat, vous avez déjà une idée, on va dire très claire de ce que sont ces concepts? Une idée moyennement claire? Une idée très, très floue ou pas du tout, ou pas du tout? Je ne sais pas, exactement sur quel public, on est aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire un peu, à nous dire un peu dans le chat et n'hésitez pas à poser des questions. Donc on a, des personnes Lisa plutôt très claires, moyen, mais là pour le tunnel de conversion, on va voir un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si on va pas assez loin dans les explications. N'hésitez pas à nous dire si c'est pas bien compris. Plutôt très clair, mais on a des pros, donc c'est super. On va du coup revenir un peu rapidement pour essayer d'avoir tous les mêmes bases sur ces concepts. Alors, on va commencer par, le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est défini généralement comme, le pourcentage d'utilisateurs qui vont effectuer une action souhaitée. L'exemple un peu classique du taux de conversion, pardon, ça va être le pourcentage, d'utilisateurs, de visiteurs d'un site web qui vont acheter quelque chose sur le site. C'est classique, en e-commerce, c'est un peu l'exemple de base. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que, souvent, quand on donne l'exemple d'un taux de conversion, on donne l'exemple de sites de e-commerce, c'est pas un concept qui se limite à ça. C'est un concept de taux de conversion qui va compter pour toutes les personnes, tous les sites qui vont se soucier un peu de la valeur de leur projet web. Les conversions, c'est pas nécessairement des ventes. Ce qu'on peut, compter comme une conversion, ça peut être n'importe quel indicateur de performance, n'importe quel KPI qui va compter pour votre entreprise, donc que l'utilisateur va réaliser et que vous considérez important pour votre, produit web. Donc par exemple, ça peut s'appliquer, on peut dire que créer un compte sur un site, c'est considéré comme une conversion. S'inscrire à une newsletter, c'est une conversion. Télécharger un livre blanc, demander une démonstration, demander un rendez-vous, tout ça, ça peut être considéré comme des conversions. On peut également, aller plus loin, se dire que passer un certain, nombre de temps sur un site, lire un certain nombre d'articles, on peut considérer ça comme une conversion. En fait, des interactions importantes avec votre site web peuvent être considérées comme des conversions. Toute chose qui peut être comptée sans ambiguïté et que vous souhaitez que les utilisateurs fassent, peut être considérée comme une conversion. Donc c'est assez large. Donc ça, c'est en fait un peu la base du taux de conversion, c'est identifier là ou les actions qu'on souhaite que l'utilisateur réalise. Ensuite, pour comptabiliser un peu le taux de conversion, il va falloir le calculer en comparant le nombre d'utilisateurs total de votre site web avec le nombre d'utilisateurs qui réalisent l'action que vous avez choisie, bien sûr. La question qu'on se pose souvent, c'est comment on va compter le nombre d'utilisateurs de base? Est-ce qu'on compte uniquement les visiteurs uniques ou est-ce qu'on comptabilise, une personne autant de fois qu'elle visite le site? Par exemple, moi je visite votre site 2 fois, Cordélia, va sur votre site 3 fois. Est-ce qu'on compte 2 visiteurs ou est-ce qu'on compte 5 visites? On peut utiliser les 2 méthodes de comptage et l'idée, c'est vraiment de choisir celle qui convient le mieux à votre type de site web et à la façon dont vous voulez compter un peu les interactions des visiteurs. Et on va comparer ça aux visiteurs qui réalisent les actions souhaitées. La même question se pose, comment on va compter les événements de conversion? Donc on peut faire exactement la même chose, soit compter toutes les fois où une personne va réaliser l'action souhaitée, ou soit compter une fois pour chaque personne qui réalise l'action. La seule règle un peu à bien garder, c'est d'avoir la même façon de compter pour les 2 éléments un peu de votre équation. Il faut suivre la même règle pour déterminer le nombre d'utilisateurs qui réalisent l'action
que pour déterminer le nombre de bases de visiteurs. Il faut juste rester cohérent. Voilà. Pour finir un peu sur le taux de conversion, la question qu'on se pose souvent, c'est: qu'est-ce que c'est un bon taux de conversion? Ce qu'on se dit, c'est qu'un taux de conversion, pour votre site, un bon taux de conversion, c'est un taux qui va être plus élevé que le taux de conversion précédent. Il n'y a pas forcément de règle fixe sur ce que représente un bon taux de conversion, parce que ça va fortement dépendre de votre image de marque, du coût de vos produits, de l'action mesurée, etc. En fonction de l'action que vous avez choisie pour mesurer le taux de conversion, vous allez avoir plus ou moins d'utilisateurs qui vont le faire. Il y a des actions qui sont des petites actions qui demandent moins d'engagement, et d'autres qui sont des actions un peu plus importantes qui demandent plus d'engagement de l'utilisateur. Le coût des produits, effectivement, si vous vendez des petits badges à 2 €, potentiellement, vous allez avoir un plus haut taux de conversion que si vous vendez des voitures sur votre site web, parce que les personnes vont avoir plus de facilité à acheter un petit badge qu'à acheter des voitures. Donc vous allez avoir des taux de conversion différents. Ça ne veut pas dire que votre taux de conversion est mauvais pour vos voitures. L'objectif, c'est donc de se comparer à soi-même et d'améliorer, d'optimiser le taux de conversion. C'est pour ça qu'on essaye de garder des mesures cohérentes et de mesurer le taux sur le temps long, sur différentes périodes, pour voir comment il évolue en fonction du travail que l'on fait, que ce soit en marketing, que ce soit en design, en optimisation du site web, pour améliorer ce taux. N'hésitez pas, si ce n'est pas clair, à poser des questions dans le chat. Hop. Deuxième point, c'est le tunnel de conversion. Le taux de conversion, ça va être le résultat mesurable que vous allez obtenir à la fin. Est-ce que l'utilisateur, quel est le pourcentage d'utilisateurs qui ont réalisé ou non cette action? Le tunnel de conversion, ça va représenter les étapes par lesquelles les utilisateurs vont passer avant d'arriver à l'action. Il y a plein de façons de représenter ce tunnel de conversion. Ici, le schéma que vous avez, c'est qu'une des représentations. Certaines représentations, il y a moins d'étapes, d'autres, il y a plus d'étapes. Elles ne s'appellent pas toujours pareil. Mais l'idée vraiment à comprendre, c'est que votre utilisateur va passer par différentes étapes avant de réaliser cette action que vous allez comptabiliser comme un taux. Et donc, l'objectif, ça va être de construire un parcours d'achat dans ce tunnel de conversion qui va être plus efficace pour améliorer votre taux final, en réfléchissant à comment on améliore chaque partie de l'entonnoir, entre guillemets. Par exemple, dans la phase de découverte, on peut se dire qu'on veut augmenter le nombre de personnes qui découvrent notre marque, et pour ça, on va faire une campagne de marketing, on va publier des messages sur les réseaux sociaux. Dans la phase de considération, où les utilisateurs s'intéressent à votre marque et à vos produits, on peut se dire qu'on va travailler l'éditorial, qu'on va travailler l'UX Writing en rassurant les utilisateurs qui considèrent votre marque, en affichant des témoignages clients, en affichant des certifications, en expliquant, je ne sais pas, si vous vendez des vêtements, la composition des produits, en proposant des éléments de réassurance. Sur la phase, par exemple, d'action, on peut aussi se dire qu'on va essayer d'optimiser cette étape en créant un parcours de check-out, un parcours d'achat qui est clair, en travaillant avec des UX designers, en proposant un meilleur design pour que l'achat soit facilité et éviter de perdre des utilisateurs à ce moment du tunnel. Donc c'est vraiment dans l'amélioration de ce parcours que l'UX Research et que le design peut vous aider. Puisqu'en UX, on va prendre également en compte cette question de parcours utilisateur sous une forme un peu différente que Cordélia va vous présenter. Oui, alors, donc on va s'intéresser en fait aux 10 secondes qu'on appelle un peu clés de l'UX. Donc vous allez me dire pourquoi forcément 10 secondes. Donc ça vient de Jacob Nielsen. Il considère en fait que c'est le temps maximum que vont prendre en fait les utilisateurs pour décider de partir ou rester sur un site web. Parce que donc, d'après lui, les internautes ont forcément été confrontés à de nombreuses expériences un peu décevantes sur Internet. Voilà.
Et de ce fait, ils vont commencer à adopter une attitude un peu plus méfiante par rapport au site web. Voilà, donc ils ont pas mal les usages et ça va donner un comportement de scanner finalement rapidement la page. Et si l'utilisateur ne trouve pas immédiatement ce qu'il recherche, il ne va pas hésiter à quitter la page et à arrêter en fait son objectif. Donc l'idée, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a 10 secondes qui sont vraiment cruciales et c'est vraiment un bon UX design qui pourra permettre de capter l'utilisateur et le retenir rapidement sur la page. Donc c'est ce qu'on va voir après. Et il faut savoir que justement, si on n'optimise pas ces 10 premières secondes, on va risquer une perte un peu de trafic, donc la hausse du taux de rebond en l'occurrence. Une visibilité aussi réduite dans les moteurs de recherche, parce que vous allez voir qu'il y a Google qui va forcément pénaliser aussi pas mal d'éléments au sein du site web. Donc, c'est des éléments qu'il va falloir optimiser et on va vous en parler. On a aussi une dégradation de l'image de marque et un manque à gagner ou une chute du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même beaucoup d'éléments qui peuvent complètement impacter votre taux de conversion. Donc, ce qu'on va voir par la suite, c'est les fondations, donc vraiment le parcours utilisateur. On appelle ça les fondations parce que ça va vraiment être la base pour comprendre l'utilisateur, comprendre son usage et son objectif et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir le guider de manière un peu optimale dans son parcours. Donc, un parcours utilisateur, il faut comprendre que c'est vraiment l'arrivée avec un point de départ de l'utilisateur. Il va faire son parcours, son arrivée avec un objectif. Donc, on le suit tout au long d'un parcours et on ne va pas le suivre sur l'arborescence d'un site. En fait, l'arborescence, c'est vraiment la structure d'un site, quels sont ses contenus à l'intérieur, son squelette. On ne va pas s'intéresser à ça quand on parle d'un parcours utilisateur. On va vraiment s'intéresser à il arrive avec un point de départ et quelle est la réalisation de son objectif à la fin. Donc, pourquoi est-ce que c'est important finalement de se focaliser sur un parcours utilisateur? Ça va permettre vraiment de nombreuses choses. Ça va permettre d'identifier des points de friction au long de son expérience. Donc, suite à ces points de friction, on va pouvoir concevoir après des interfaces et des fonctionnalités qui seront plus intuitives et plus percutantes pour lui. Ça va, de ce fait, améliorer la conversion et donc sa fidélisation. Et ça nous permettra après, on va dire nous en tant que clients, de prioriser les efforts et les budgets selon les besoins vraiment de l'utilisateur. Se dire vraiment, là, il y a eu des points de friction, c'est là où il faut qu'on optimise et qu'on mette vraiment toutes les forces sur ces éléments-là, en fait. Donc, comment est-ce qu'on construit un parcours utilisateur? On s'attache à différentes notions. On va regarder vraiment l'usage de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment quelles actions il va effectuer pour arriver à son objectif final. Donc, vraiment la suite de ses actions. On va aussi s'intéresser à ses besoins. Donc, toujours dans ces actions-là, quels sont ses besoins à ces moments-là? Qu'est-ce qu'il attend en fait de chaque étape? Quels sont ses attendus? Et aussi les émotions. On va voir que c'est finalement très important de savoir les différents ressentis. Est-ce qu'il se sent plus perdu? Est-ce qu'il est rassuré à cette étape? Parce que ça va forcément influer ses décisions et ses comportements, de savoir s'il continue, s'il est perdu, s'il faut l'aiguiller autrement, etc. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là de parcours qui vont permettre à l'UX de créer des expériences qu'on peut dire un peu plus fluides et engageantes. Donc, pour parler de parcours utilisateur, on peut entendre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de User Journey et User Flow. C'est important de faire vraiment la différence entre ces deux éléments-là. Donc, un User Journey, c'est vraiment le parcours qu'on peut appeler vraiment un peu multicanal. On va parler d'expérience globale. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à son expérience du début jusqu'à la fin, mais sur différents canaux, que ce soit physiques ou digitaux, avec des interactions un peu clés à différents moments. A contrario, le user flow, lui, ça va vraiment être un parcours, mais de séquences d'actions pour une tâche précise. Ça veut dire, je veux faire un achat, je veux faire une inscription. À ce moment-là, j'ouvre le panel de l'inscription et qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Quelles sont toutes les micro-actions à l'intérieur? Voilà, donc c'est une interaction unique dans un canal donné et c'est plus une expérience globale. Il y a un petit schéma après pour illustration parce que ça sera peut-être plus clair avec un exemple.
donc de Nielsen Norman Group, voilà, qui est un groupe bien reconnu dans l'UX design. Donc pour vous donner une idée, donc en user journey, là on a pris l'exemple de comme scénario finalement de devenir un nouveau patient. Donc là on le voit que finalement on accompagne l'utilisateur tout au long de son expérience, qu'elle soit physique ou digitale. Donc ça va commencer avec la recherche des cabinets de médecins. Voilà, donc là ça s'effectue en ligne. Par contre après on a la recherche d'un rendez-vous donc par téléphone. On reçoit un rappel toujours par téléphone. Là on se déplace physiquement au cabinet du médecin. Puis finalement après on retourne chez soi pour accéder à son espace patient, donc en ligne. Et on peut voilà, finir avec un petit suivi par téléphone. L'idée ensuite du user flow, c'est de décorréler et de s'intéresser à une tâche précise. Donc là, en l'occurrence, c'est l'accès à l'espace patient. Et donc là, à ce moment-là, on se rend compte que quand il se connecte, il va forcément avoir son écran de connexion. Puis après, il va accéder à sa page, en fait, la page d'accueil du portail du laboratoire. Après, il a la page de résultats sur le laboratoire avec voilà, tous les différents résultats qui sont présents et il va pouvoir accéder ensuite en cliquant sur le résultat souhaité à la page de détail du résultat qui l'intéresse particulièrement. Voilà, c'est un exemple, mais vous voyez bien la différence entre finalement cette expérience qui est globale, multicanal, et une séquence d'action sur une tâche qui est vraiment précise. Donc c'est vraiment la différence entre ces deux parcours et c'est important de pouvoir aussi étudier les deux. Ils ont chacun leurs avantages. Ensuite, on a les influences invisibles. Donc on parle en fait un peu d'influence invisible parce que ça va finalement impacter aussi les conversions et c'est tout ce qui va se passer. On va parler un peu plus de cerveau et les comportements finalement qu'on a et donc qu'ont les utilisateurs voilà, sur votre site web sans qu'on s'en rende compte, mais de les connaître, ça va nous permettre de voilà, forcément impacter aussi les conversions. Donc on a les biais cognitifs. Donc ça, les biais cognitifs, c'est un concept qui a été développé par donc Amos Tversky et Daniel Kahneman. On peut parler vraiment d'un mécanisme un peu inconscient qui va influer les décisions et les comportements en fait. Donc on est un peu dans un monde où les choses vont très vite et on a besoin de faire beaucoup de choses assez vite et on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, on peut vraiment parler de ressources un peu limitées dans le temps la plupart du temps. Et le cerveau, il a très bien compris ça et en fait, pour simplifier la formation, il va vraiment aller au plus vite et prendre des petits raccourcis. Sauf qu'on peut se dire que c'est potentiellement une bonne chose parce que comme ça, on va plus vite encore une fois. Sauf que malheureusement, ça peut mener parfois à en fait des erreurs de jugement qu'on va faire vraiment de manière totalement inconsciente et parfois même à des choix qui sont un peu irrationnels. Et de connaître en fait ces biais cognitifs, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse en UX design, ça va permettre de mettre le point dessus et de vraiment les utiliser de la bonne manière et justement de connaître aussi les dérives pour pouvoir voilà, les optimiser et les appliquer de la bonne façon pour avoir une bonne expérience en fait après utilisateur. Donc c'est justement quelques bonnes pratiques qu'on va on va vous présenter juste après. Voilà, on a quelques biais, etc. Et vous montrer en exemple comment ça peut finalement voilà, vous influer. Peut-être que vous allez aussi vous rendre compte que parfois vous faites ces décisions-là, en l'occurrence, sans vous en rendre compte. Donc on va parler de responsive d'abord. Donc ça, c'est pas le biais, le responsive, c'est juste la thématique et comment est-ce que le biais après qui peut lui être lié. Donc je vais peut-être juste expliquer très rapidement aussi le responsive. Je ne sais pas si c'est forcément clair pour tous, comme ça on a le même degré de maturité à ce sujet-là. Donc le responsive, c'est finalement rendre un site web accessible et adaptable, quel que soit finalement le terminal que vous utilisez. Donc terminal, que ce soit une tablette, votre ordinateur, un mobile, etc., enfin un smartphone. Et comment est-ce qu'on va rendre ça après en tant que designer? Ça implique que finalement la mise en page et le contenu vont s'adapter plus ou moins à la taille de l'écran et ça restera toujours lisible et accessible et qu'on n'aura pas des parties qui seront tronquées ou beaucoup trop grandes ou trop petites, etc. et que finalement ça va créer voilà, des petits soucis d'accessibilité et des ruptures d'expérience.
Donc le responsive est très important et encore plus quand on sait que justement, on avait une enquête de Google qui révélait que 80 % des utilisateurs qui avaient une mauvaise expérience en mobile ne revenaient pas vers la marque. Vraiment, le mobile, c'est devenu, c'est dans les usages du web et on a cet effet, donc l'effet de halo, qui consiste à finalement juger une marque ou voilà, à partir d'une seule expérience, qu'elle soit positive ou négative. On va se faire un avis finalement très rapidement sur une entièreté finalement en n'ayant vu qu'une petite partie. Donc on sait voilà que le mobile est très important et si on a cet aspect réceptif en mobile, on risque finalement de se faire une idée aussi totalement sur la marque alors que finalement l'expérience peut être très bonne sur d'autres résolutions d'écran. Mais si on l'a utilisé rapidement comme ça, dans le métro, voilà, on peut avoir une mauvaise expérience et ça, c'est vraiment dommage. Donc on sait même que maintenant, il y a certains sites qui sont justement développés en priorité pour le mobile et on parle souvent maintenant aussi de mobile first. Cette manière de prioriser et de se rendre compte de l'importance du mobile et de la bonne adaptation et donc du responsive. On a ensuite donc le temps de chargement et pour le temps de chargement, on a la loi de Fitts qui va rentrer en jeu parce que c'est une loi en fait qui décrit le temps nécessaire qu'on a pour atteindre une cible selon 2 paramètres. Donc la distance entre finalement l'utilisateur et la cible qu'il veut atteindre et la taille de la cible en elle-même. Et donc c'est considéré qu'on va atteindre plus rapidement finalement l'objectif cible et plus on l'atteint rapidement, plus il va être considéré comme finalement facile, rapide à utiliser et simple. Voilà, forcément. Et donc si on met longtemps, à contrario, on va avoir une mauvaise expérience. Donc de ce fait, si on a un temps de chargement très rapide sur le site, on va le trouver finalement simple et facile d'utilisation. Et il faut aussi savoir qu'on a quand même Google qui pénalise maintenant aussi les temps de chargement trop longs. Donc, par exemple, là, on a voilà, sur de 1,5 secondes. Et donc, si on connaît aussi cette donnée-là, ça nous aide à savoir qu'il faut finalement être assez performant. On a ensuite donc la navigation. Donc sur la navigation, là on a deux lois qui rentrent en jeu. Donc on a la loi de Hick. Donc c'est une loi qui stipule que plus un utilisateur a de choix, plus il va mettre de temps à prendre une décision. Et ça rejoint finalement ce côté de paradoxe de choix. On va souvent parfois croire que naïvement, plus on va proposer de choses sur le site, plus on va proposer de boutons d'action, de possibilités de faire des choses, plus on va donner de choix à l'utilisateur, plus il va les faire. Finalement, c'est assez faux. Et c'est cette abondance en fait d'informations qui va demander beaucoup d'efforts à l'utilisateur, beaucoup de charges cognitives, il ne saura plus où cliquer. Et en fait, ça va le laisser insatisfait, voire le faire quitter le site, parce qu'il ne saura vraiment pas où cliquer ou faire des mauvais choix et des mauvais parcours. Donc c'est cet excès en fait d'options qui va plutôt désorienter l'utilisateur. Et on sait que maintenant vraiment pour que l'utilisateur navigue correctement sur le site, l'idée c'est vraiment de simplifier la navigation et ça permettra de le guider efficacement. Et il ne faut pas multiplier trop d'éléments, il faut rester, c'est un peu le less is more, vraiment rester clair et précis et mettre les éléments en évidence, mais pas multiplier, ça les aidera pas pour autant. Et on a aussi donc les formulaires. C'était important de s'attarder sur les formulaires, surtout en parlant de taux de conversion, parce que typiquement dans la recherche de leads, sur les landing pages avec les formulaires, on en a. Après, on a le taux de conversion avec l'e-commerce, avec le tunnel d'achat. Donc pour nous, c'était assez important de s'attarder sur les formulaires. Et donc en l'occurrence, sur les formulaires, on a quand même trois points clés à respecter, si on peut dire. On a cette notion de guidage. Donc là, le guidage, c'est l'utilisateur, il doit toujours savoir où est-ce qu'il est et d'où il vient et où il peut aller. Il doit pouvoir se repérer au sein de son parcours, c'est vraiment important. Et ça va vraiment réduire les risques d'abandon. On a ensuite la gestion des erreurs. Donc là, la gestion des erreurs, c'est l'utilisateur, il peut parfois avoir beaucoup de champs. Ce n'est pas l'idéal, mais parfois ça arrive, on n'a pas le choix. Beaucoup de champs de complétion à faire. Et il peut du coup ou en oublier un, parce que juste il y en a trop,
où il voulait le remplir plus tard et finalement il oublie d'y revenir, ou tout simplement se tromper. Parfois, ils sont pas forcément bien indiqués, il devrait y avoir toujours le champ et cetera, les exemples de complétion, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Donc il peut aussi tout simplement faire des erreurs, ça arrive, et on a là le biais de la négativité qui rentre en jeu, c'est-à-dire que le cerveau est en tout cas bien fait sur cette gestion d'erreurs, mais il va vraiment repérer très rapidement les éléments qui sont dissonants et donc qui apparaissent en rouge, les messages d'alerte et les informations. Donc c'est important de rapidement aussi pouvoir aiguiller l'utilisateur et lui dire s'il s'est trompé, comment est-ce qu'il peut corriger et où est-ce qu'il s'est trompé. Si l'utilisateur, il essaye de valider son formulaire, mais ça lui dit juste que c'est pas possible, sans lui expliquer où se situe le problème et comment le résoudre, bah là, vous pouvez être sûr que l'utilisateur, il ira pas plus loin, il va chercher, il essaiera peut-être 1 fois, 2 fois si vraiment il est persévérant, mais potentiellement, il risque vraiment de partir et de laisser tomber, ce qui est compréhensible, hein. Donc vraiment, cette gestion des erreurs est très importante. Et on a donc après le cas un peu spécifique, pour le coup là, du tunnel d'achat, parce qu'on est vraiment sur une périodicité un peu plus longue, donc du coup, d'où cette notion de tunnel. Et donc sur le tunnel d'achat, on parle parfois un peu de quarantaine, dans le sens où l'utilisateur, l'idée, c'est qu'il soit un peu dans une bulle de ce tunnel, pour qu'il arrive vraiment à la fin. Et donc, il faut lui éviter un maximum les distractions, comme par exemple voilà, des liens qui le feraient sortir de son parcours. Là, c'est vraiment pas certain qu'il y retournera. Donc, on évite vraiment les liens sortants et on utilise toujours cette notion de guidage et donc ce qu'on appelle un peu un chemin de fer pour indiquer les différentes étapes qui sont passées, celles qu'il est en train de réaliser et celles qui sont à venir. Voilà. Ça, c'est les notions un peu clés sur les formulaires et je vais laisser Leslie prendre la suite sur les autres biais. Oui, on avait quelques autres petits biais qui peuvent être utiles pour améliorer le taux de conversion. On peut citer par exemple le biais de primauté et le biais de récence. Alors c'est 2 biais qui peuvent sembler contradictoires, mais en fait qui ne le sont pas trop. Le biais de primauté, ça va être la tendance à se souvenir plus facilement des premières informations auxquelles on va être confronté sur un sujet. Donc c'est le fait qu'on est sensible en tant qu'être humain à la première impression. Notre cerveau se fait une première impression assez vite. Et il y a le biais de récence, qui est la tendance à se souvenir plus facilement des dernières informations auxquelles on est confronté. Par exemple, la fin d'un discours. Donc, ce qu'on dit souvent, par exemple, c'est que si vous êtes candidat dans un concours, vaut mieux passer au début ou à la fin. Parce que dans ce cas-là, le jury se rappellera mieux de vous, vous auriez laissé une impression plus forte si vous êtes au début ou à la fin. Il se souviendra mieux de vous, de vos informations, de ce que vous avez fait. Et ça fonctionne pareil sur le web. L'utilisateur va plus se rappeler des premières informations et des dernières. Ça peut du coup être utilisé par exemple en édito, quand on veut faire passer des informations aux utilisateurs. Ce qui peut être bien, c'est de les mettre en premier dans le parcours et à la fin du parcours utilisateur qu'on a identifié. Par exemple, si on veut mettre en avant des éléments de réassurance, on veut mettre en avant une promotion sur lequel on veut que l'utilisateur aille, voilà, on peut le mettre au début et à la fin du parcours. C'est également très utile en éditorial. Par exemple, on fait une présentation de notre produit, de notre service. Les arguments les plus importants, on va essayer de les mettre en introduction du discours et également en conclusion, puisque c'est ça dont l'utilisateur va se souvenir. Donc, en connaissant un peu ces petits biais cognitifs, les UX designers et les UX writers peuvent vous aider aussi à jouer avec ces biais pour améliorer votre taux de conversion. On avait une autre petite idée, donc ça va être le biais de statu quo et la loi de Jacobs, qui ne sont pas exactement la même chose, mais qui vont être liés. Le biais de statu quo, ça dit que, en tant qu'être humain, on va avoir une préférence marquée pour l'état actuel des choses, plutôt qu'une possibilité de changement, parfois au détriment de toute rationalité. Ça, c'est très classique. Par exemple, dans le web, vous allez dire à vos utilisateurs que vous allez changer de site web, vous allez faire une refonte, un nouveau design. Vous allez souvent avoir beaucoup de réactions négatives. De, oh non, pas changer, je veux pas. Vous allez changer mes fonctionnalités, vous allez me bousculer mes habitudes, ça m'embête.
Même si, en général, le nouveau site que vous prévoyez, il va être vachement mieux que le précédent. Mais au détriment de toute rationalité, l'être humain, le cerveau humain, surtout, est un peu conservateur et aime bien garder ses habitudes. Ça, c'est quelque chose que YouTube avait bien utilisé quand ils avaient changé, alors je ne sais plus quand, ça fait quelques années, hein, le design de leur site web. Ils avaient fait des changements progressifs. Donc en fait, ils avaient permis que les utilisateurs qui utilisent YouTube puissent retrouver l'ancien design pendant un moment pour qu'ils s'habituent progressivement. Et du coup, il y avait le nouveau design qui était installé de base sur le site, mais l'ancien était toujours accessible. Donc pour que ça ne crée pas de tension trop forte pour les utilisateurs et pas trop de friction. Une autre loi qui montre un peu aussi ce côté conservateur du cerveau humain, c'est la loi de Jacobs, qui va énoncer que les utilisateurs passent la plupart de leur temps sur des sites qui ne sont pas le vôtre. Bien sûr, les utilisateurs sur le web, s'ils utilisent vos utilisateurs, ils utilisent votre site, mais ils ne passent pas la majorité du temps sur votre site, ils vont passer la majorité de leur temps sur d'autres sites du web. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, les utilisateurs vont préférer que votre site fonctionne de la même manière que tous les autres sites qu'ils connaissent déjà. Ils vont apprécier, retrouver leurs habitudes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en design? Ça veut dire que pour éviter les points de friction de l'utilisateur et éviter une mauvaise expérience, on va essayer de rester cohérent par rapport aux standards du web. Donc, avoir par exemple un tunnel de vente qui fonctionne un peu comme tous les autres tunnels de vente, avoir une fiche produit qui reprend des codes assez classiques, donc on a l'image, on a le prix, la description, on a un bouton pour acheter par exemple. Retrouver des éléments habituels pour les utilisateurs. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas proposer un design original avec des choses sympas, mais on essaye quand même de ne pas trop brusquer les utilisateurs, ce qui leur permet de ne pas avoir trop de friction et donc de pouvoir progresser tranquillement dans leur tunnel de conversion sans être trop gêné. Le dernier point qu'on voulait aborder, alors qui n'est pas un biais cognitif ni une loi en psychologie, mais on voulait quand même le mentionner, c'est l'accessibilité numérique. C'est un autre point auquel je pense que c'est important de faire gaffe quand on design un site pour améliorer le taux de conversion. C'est de permettre à l'ensemble des utilisateurs d'accéder à votre site et vos contenus web. Pour être utilisé par tous vos utilisateurs, pour permettre d'améliorer le taux de conversion, on dit en général un site accessible à tous, c'est souvent plus simple à utiliser pour tout le monde, que les utilisateurs soient en situation de handicap ou non. Et ça vous évite aussi de vous priver d'une partie de vos potentielles cibles, de vos potentiels utilisateurs. Et à noter également que sur le plan légal, maintenant, il y a de plus en plus de sites web qui vont rentrer dans l'obligation légale d'accessibilité, comme les sites e-commerce. Donc, il y a aussi le côté légal qui est important. Pourquoi on parle de tout ça? Donc, comme on l'a vu, le design peut influencer fortement le taux de conversion. Quand on travaille l'expérience utilisateur, quand on travaille le design fonctionnel, le design UX de votre site web, on va essayer de diminuer les points de friction sur le parcours de l'utilisateur pour qu'il ait un parcours plus fluide jusqu'à l'action finale qu'il veut effectuer, ce qui va donc impacter votre taux de conversion. On va essayer en UX de clarifier, de simplifier l'usage de votre site web, de construire de la confiance. Si votre utilisateur a une bonne expérience sur le site web, il va avoir une bonne impression de votre marque, de vos produits, de ce que vous pouvez lui proposer. Et donc, ça va construire de l'engagement et de la fidélité de cet utilisateur. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre l'expérience de l'utilisateur sur le site qui va être construit en UX design et le taux de conversion. Pour aller un peu plus loin,
On peut utiliser directement, pour, améliorer le taux de conversion, des méthodes de recherche utilisateur qui vont permettre d'analyser les parcours, les comportements des utilisateurs, de valider un peu des hypothèses de design, de conception et d'adapter votre site aux utilisateurs pour permettre d'améliorer votre taux de conversion. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie avec quelques exemples. Avant de voir cette dernière partie, est-ce que ces questions de méthode de recherche utilisateur, est-ce que c'est des choses que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler? Et est-ce que vous savez que ça peut, du coup, que ça améliore littéralement votre taux de conversion? Je ne sais pas si vous voulez me dire dans le chat si vous avez déjà utilisé des méthodes UX ou vous avez déjà travaillé avec des méthodes UX sur le taux de conversion. Pas trop, non. On va voir. Je vais vous donner quelques exemples un peu concrets qu'on a mis en place rapidement parce que je vois que le temps passe vite. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bah, je vois que ça découvre dans le chat, donc on va montrer quelques exemples un peu concrets qu'on a travaillés. Exemple de méthode, par exemple, ça va être le test utilisateur. Ça, c'est assez classique. Les tests utilisateurs ou tests d'utilisabilité, c'est une forme assez importante, assez classique pour mesurer, pour tester l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait dans un test utilisateur? On va observer les interactions de plusieurs utilisateurs, séparément en général, avec l'interface, donc avec votre site web, ou avec des maquettes si c'est en phase de conception d'un nouveau site. On va recueillir les commentaires qu'ils peuvent faire sur leur expérience et analyser les résultats pour identifier les problèmes d'utilisabilité et optimiser l'expérience utilisateur. Donc, on va voir à quels endroits ils avaient des problèmes, à quels endroits ça a été un peu compliqué, s'il y a eu des incompréhensions sur le site, etc. Donc, ça peut être fait avec diverses méthodes, soit des sessions individuelles avec un utilisateur, des tests utilisateurs à distance où on va être en visio avec l'utilisateur et qui va tester le site web. On peut utiliser des logiciels qui enregistrent les interactions des utilisateurs, donc les endroits où ils cliquent, les endroits qui sont vus, etc. Donc ça permet vraiment de voir comment les utilisateurs interagissent avec votre site et où ils se trouvent bloqués. Et donc ça va fournir des données complexes et denses, mais très intéressantes pour éclairer sur quel point on peut faire des améliorations pour améliorer l'expérience utilisateur et le taux de conversion. Par exemple, pour un de nos clients, on avait fait une série de tests utilisateurs sur des prototypes de pages, sur des formulaires d'inscription, des choses comme ça. L'objectif, c'était d'abord de voir si ils arrivaient à se retrouver dans le site et à faire des actions importantes comme s'inscrire. Donc ici, on va dire s'inscrire, ça peut être une action qu'on considère comme une conversion. Donc on avait demandé à des utilisateurs de réaliser différents scénarios et on avait analysé leur comportement. Et donc on a pu identifier des points de friction. Par exemple, là sur le formulaire d'inscription, il y avait, vous voyez le petit chemin en haut avec les petites boules. Il y avait des utilisateurs qui essayaient de naviguer entre les différentes étapes sur le haut de page, avec ce petit chemin. Sauf qu'il n'était pas cliquable. Du coup, on peut se dire, en fait, les utilisateurs cherchent à naviguer par là. Est-ce qu'on ne rendrait pas ce petit chemin cliquable ou est-ce qu'on ne changerait pas de design pour que ce soit plus facile pour les utilisateurs? Il y avait aussi un CAPTCHA qui était très compliqué à utiliser et qui bloquait certains usagers, donc ils n'arrivaient pas à aller au bout du formulaire. Il y avait un manque de confirmation à la fin de l'inscription. Donc les gens n'étaient pas sûrs que l'inscription était bien réalisée à la fin de la démarche. Donc il y en avait qui relançaient le formulaire, ce qui peut du coup complètement fausser
fausser les questions. Hop, j'essaye d'avancer, je vois que le temps passe. Un autre exemple, de tests qu'on peut faire, ça va être des tests AB. Les tests AB, c'est un peu une forme particulière de test utilisateur. L'idée, c'est de faire tester 2 versions différentes d'une page. Donc ça peut être en maquette graphique, en prototype ou même en version pré-production pour déterminer quelle version est la plus efficace. En fait, c'est du coup, on fait tester à un groupe d'utilisateurs la version A, à un autre groupe la version B, et on voit ce qui se passe. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour déterminer si vous avez des questions sur le design de votre site en modifiant quelques éléments. Par exemple, je modifie le titre de ma page, je modifie l'image de présentation, et ça permet de comparer les comportements des utilisateurs et donc d'avoir un peu des informations réelles sur qu'est-ce qu'ils préfèrent et comment ils interagissent. Un petit exemple. On a eu un client qui voulait mettre en avant sur son site les ressources sur sa page d'accueil. Donc, il y avait plein de ressources intéressantes pour les utilisateurs de documents, de choses comme ça. Et donc augmenter la conversion vers cette page-là. Donc les équipes UX ont proposé l'ajout d'un bouton sur la page d'accueil. Ce bouton, il pouvait ou être similaire aux autres boutons, ou être valorisé par la couleur. Mais il y avait une petite question sur est-ce que si le bouton il est de ressources est beaucoup plus fort que les autres, est-ce que les utilisateurs vont moins cliquer sur les autres aussi? Donc on peut comparer avec des tests AB. Et ici, par exemple, on a montré que non seulement la mise en couleur du bouton ressources permettait bien de valoriser et d'avoir plus de conversion vers cette page-là, mais aussi que l'usage des autres boutons n'était pas diminué. Donc ça a permis de faire un choix de conception qui permet directement d'augmenter la conversion. Et un dernier petit exemple pour finir. Donc quand on parle de recherche UX, de recherche utilisateur, on parle également en partie de statistiques et d'analyse statistique. En fait, les données statistiques de vos sites vont aussi être des données utilisateurs. Les statistiques vont donc apporter des informations puissantes pour comprendre la façon dont les utilisateurs interagissent avec le site. Donc, souvent, vous avez des outils de statistiques qui sont très basiques, qui vous permettent d'avoir le nombre de clics, le nombre de rebonds, etc. Mais on a des outils un peu plus spécialisés comme Hotjar ou comme Clarity qui vous permettent aussi de générer des cartes de chaleur qui vont voir du coup où les utilisateurs cliquent, jusqu'où ils font défiler la page, avec quelles zones ils interagissent, etc. Et donc l'analyse de ces données, ça permet à un spécialiste UX d'identifier aussi des zones de la page qu'on peut optimiser pour améliorer la conversion. Petit exemple rapidement. Pour un de nos clients, on avait fait une analyse UX de carte de chaleur et de clics parce qu'ils avaient Clarity. Et donc, l'objectif, c'était d'identifier des points d'amélioration dans certaines pages du site pour pousser la lecture des articles et des dossiers d'information. Là, c'était un client qui était dans l'informationnel et qui voulait pouvoir toucher plus d'utilisateurs dans cet apport d'information. Donc, par exemple, 2 exemples de problèmes relevés. On avait vu que les utilisateurs descendaient très peu dans la page, ils scrollaient pas beaucoup dans les pages articles, en s'arrêtant souvent en haut de page. Et sur la page d'accueil, on avait remarqué qu'il y avait de nombreux clics sur une page, sur une zone, alors que celle-ci n'était pas du tout cliquable. Donc les utilisateurs cliquaient en vain et n'arrivaient pas, ça marchait pas du coup, forcément. Donc pour ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Que sur le site, on a dit, en fait, là, si vous voulez qu'un élément soit vu, absolument, il faut le positionner en haut de page. Les éléments les plus importants, il faut que vous les mettiez en haut de page. Vos utilisateurs ne scrollent pas dans les pages des articles, donc il manque d'incitation à scroller. Ça manque, faudrait peut-être présenter certains textes coupés un peu en deux en bas de page pour donner envie à l'utilisateur d'aller voir plus loin. Mettre vraiment en avant certains éléments en haut de page et donner un peu envie de scroller.
sur la zone où les utilisateurs cliquaient alors que ce n'était pas cliquable, potentiellement la rendre cliquable ou prévoir quelque chose pour mettre à cet endroit-là des accès qui nous intéressent, etc. Donc, c'est quelques exemples de façon dont on peut utiliser ces méthodes de recherche utilisateur pour améliorer l'expérience utilisateur, mais également le taux de conversion. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, je vais répondre maintenant. Constance qui demande s'il vaut mieux effectuer les tests utilisateurs avant et ou après le lancement d'un nouveau site. Alors, en général, on conseille de les faire avant. Commencer au plus tôt, par exemple, sur les maquettes, c'est très intéressant parce que ça évite de rebouger des choses sur un site qui est déjà développé. Après, si vous avez le moyen de le faire, c'est bien d'en faire à plusieurs moments aussi. Donc, c'est-à-dire de le faire au moment des protos ou des maquettes, de retester une fois que votre site est développé, et si vous êtes dans un processus d'amélioration continue, pour continuer à améliorer votre site au fur et à mesure, puisque vous allez avoir des choses qui vont évoluer, c'est d'en refaire de temps en temps pour voir s'il y a des petits points que vous pouvez améliorer. Je ne sais pas si Cordélia, tu avais quelque chose à ajouter. Non, c'était très bien. Hop, du coup, je vois que le temps passe, on va doucement conclure. Oui, merci à tous pour votre présence. Donc du coup, pour rappel, comme on vous avait présenté au tout début, Adimeo peut vraiment vous accompagner sur 3 grandes familles, donc conseil et stratégie, avec Leslie, dont Leslie fait partie, design, où je suis dans le pôle, et marketing. Et on réalise aussi des initiations, des accompagnements et vraiment les formations sur tous les sujets numériques, tout au long en fait des prestations. Enfin, l'idée c'est juste de vous présenter les prochains webinars à venir. Donc on a un prochain webinar le jeudi 10 avril à 11h qui sera présenté par Naïma et Mathilde. Et c'est un webinar qui est à la base donc plutôt destiné aux professionnels du tourisme et de la culture, mais voilà, après tout le monde est les bienvenus. C'est Naïma et Mathilde qui vous expliqueront comment un CRM bien intégré peut vraiment transformer la gestion de la relation visiteur et de ce fait dynamiser l'attractivité des destinations et lieux culturels. Et après, on aura un second webinar qui aura aussi lieu le jeudi, donc là, le 24 avril, cette fois à 11h, qui sera présenté par Marine et donc Perfecto Group. Donc, ce sera Guilain Segui de Perfecto, qui est notre partenaire spécialiste en fait dans l'hébergement sécurisé. Et dans ce webinaire, ils vous expliqueront comment donc, choisir le meilleur hébergement pour votre produit numérique. Voilà, donc ça, c'est les prochains webinaires. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Je ne vois pas de nouvelles questions. N'hésitez pas s'il y a des petits points sur lesquels vous vouliez qu'on revienne. Et je crois qu'il y avait il y a un sondage qui vous sera proposé aussi pour votre enquête de satisfaction. Voilà. Oui, il y a un petit CTA pour que vous répondiez au sondage, à l'enquête. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser retourner à vos activités. Et on vous dit merci d'avoir participé à ce webinaire avec nous. Oui, merci à tous. Au revoir, bonne journée.